Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alsace 20, une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. On recevra dans quelques instants Narges Klein et le professeur Jean-Jacques Baldove de l'association Ève. Et on parlera des 3 principaux cancers chez la femme, cancer du col de l'utérus, cancer du côlon et cancer du sein. Puis Célia nous rejoindra à voir à faire avec un formidable documentaire demain consacré à un grand monsieur, vous vous en doutez, Tommy Ungerer, ça s'appelle Trait pour trait. Avant cela, c'est le JT présenté par Camille Roland. Bonsoir, à la une de l'actualité ce soir, un hommage émouvant ce matin à la cathédrale de Strasbourg en l'honneur de l'artiste alsacien Tommy Ungerer. Près de 70% des rivières et des eaux souterraines du Grand Est sont de bonne qualité. Et pour les préserver, l'agence de l'eau Rhin-Meuse sensibilise les entreprises au bon respect de l'environnement. Et puis, nous découvrirons l'histoire du tissu emblématique alsacien, le Kelch. Mais pour commencer, les cloches de la cathédrale de Strasbourg ont sonné pour Tommy Ungerer ce matin. Le dessinateur et auteur alsacien est décédé il y a quelques jours à Cork, en Irlande, à l'âge de 87 ans. Famille, amis et alsaciens, tous étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage. Orchestrée par Tommy Ungerer en personne, la cérémonie était à son image, étonnante et émouvante. Un reportage de Adeline Piron. Eh bien, on est rentré et l'automobile s'arrête, il faisait nuit l'hiver, il y avait des petits tourbillons de neige sur la route. Et qu'est-ce que je crois, on tombe sur un éléphant. Eh bien, le lendemain, c'était dans le journal, il y avait un éléphant qui s'était échappé. Mais il faut que moi, j'arrive au Texas pour tomber sur un éléphant, c'est pas normal. Il s'est toujours méfié des frontières et des étiquettes. Il aimait jouer avec les mots, faire et défaire les concepts. L'artiste alsacien Tommy Ungerer avait prévu son adieu à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. De confession protestante, sa dernière volonté peut surprendre. Est-ce une dernière blague ? Une énième provocation ? Une chose est sûre, l'artiste aura su rassembler une dernière fois ses admirateurs. C'est avec des yeux d'enfant que beaucoup se sont rendus à la cérémonie. Il représentait l'humour alsacien, qui est à la fois à l'esprit de l'Alsace, mais aussi une ouverture sur le monde. On a l'impression de vivre quelque chose d'historique. C'est comme un pan de l'Alsace là, qui est parti. Et j'avais envie de vivre aussi ceci avec ma fille. C'était un bon Alsacien qui aimait beaucoup les 2 cultures et ça c'était important. Voilà. Je suis très triste. Je viens rendre un dernier hommage à Tommy. C'était un gars formidable, un grand artiste. Figure alsacienne du XXe siècle, l'artiste avait orchestré son hommage à son image. Ein Mensch kann sie wissen, ein Jäger erschießen, wie Pulver und Leid, die Gedanken sind frei. Diversité des religions et des langues, la cérémonie s'est déroulée en français, allemand, alsacien, mais aussi en anglais. Il a été le seul à pouvoir faire chanter Roger Siffer, Die Gedanken sind frei, dans une cathédrale. Voilà, je pense que c'était à son image et je pense que ça a été un beau clin d'œil et je crois qu'il serait bien marré s'il avait vu tout le monde qui était là aujourd'hui pour lui. Un homme d'une énorme générosité, un provocateur évidemment, mais en même temps un tendre. Et pour moi, je peux le dire, c'est un privilège énorme d'avoir pu côtoyer un type aussi hors norme, pour pas dire génie. Il avait coutume de dire avec son humour légendaire « Je ne suis pas né à la lumière du jour, mais à celle d'électricité de Strasbourg ». On perd aujourd'hui cet homme incroyable, plein d'imagination, plein de créativité. L'illustrateur de livres pour enfants, mais aussi de dessins érotiques, a su faire rayonner la capitale de l'Alsace et de l'Europe à travers le monde. Tommy Ungerer a effectivement porté haut les couleurs de Strasbourg et de l'Alsace à travers le monde. Et je pense que ce soit en Irlande, aux États-Unis, partout, il a été l'ambassadeur au fond de notre identité ici régionale et strasbourgeoise. C'est un des Alsaciens les plus célèbres au monde. Il est très connu bien sûr dans le monde de l'art, du dessin.
mais je connais beaucoup de gens en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, beaucoup de gens le connaissaient. Nous avons organisé des expositions pour Tommy. Il était un grand Européen avec 2 cœurs dans sa poitrine, tout comme moi, un Français et un Allemand. Le dessinateur qui voulait traumatiser les enfants selon ses propres mots laisse derrière lui une œuvre immense de près de 40 000 créations. Tommy, c'est d'abord un artiste, on va dire, complet, qui est capable de passer de la plus grande dureté dans le trait de crayon à l'éclat de rire le plus génial. C'est un grand lecteur. Il n'arrêtait pas de lire du matin au soir et c'est quelqu'un qui disait toujours « j'écris ce que je dessine ce que j'écris ». Ce qui m'a aussi beaucoup frappé avec Tommy Ungerer, c'est justement la façon dont il était compris par des enfants, par des adultes du monde entier. Avec Jean de la Lune, avec Les Trois Brigands, c'est des livres que l'on a lus, que l'on a achetés pour nos propres enfants, pour nos amis, et c'est vraiment tout un univers de rêve, de tendresse. Mais Tommy, c'est aussi l'érotisme, c'est aussi les caricatures politiques. Et c'est un élément de notre patrimoine, en fait, de notre histoire. C'est ce qui fait qu'il est si présent en nous. Les cendres de Tommy Ungerer seront dispersées entre l'Alsace et l'Irlande, ces 2 pays de cœur. Moi, je ne sais pas. Ce sont souvent les choses les plus tristes qui me font le plus rire. C'est peut-être presque un réflexe nerveux, n'est-ce pas ? En son hommage, une quarantaine de ses dessins sera projetée sur la façade du palais Rohan tous les soirs jusqu'à dimanche prochain. À l'ère de la transition écologique, lutter contre les substances dangereuses pour l'eau est devenu primordial. Le CIVOM du bassin de l'Aisne, dans le secteur d'Aubernay, a mis en œuvre une opération collective pour la protection de l'eau. L'idée, conseiller et aider les artisans, agriculteurs et entreprises à s'équiper afin d'éviter de polluer le réseau d'assainissement. Une action qui a été menée en partenariat avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Fanny Kunz est allée à la rencontre d'un artisan qui a bénéficié de ces aides. Dégraissage aux produits toxiques ou nettoyant avec des solvants ne font plus partie du quotidien de Roméo Ugel. Il est gérant d'un garage équipé d'aménagements respectueux de l'environnement. Des bacs de rétention étaient mis en place sous les cuves de déchets liquides dangereux. Une fontaine de dégraissage des pièces avec un produit biologique réutilisable a été installée. Autant de réalisations et bien d'autres qui changent la vie du garagiste. C'est beaucoup plus agréable de travailler avec des produits recyclables que de prendre à chaque fois des aérosols. Ça limite effectivement les coûts de ce côté-là aussi. Et même dans les conditions de travail, vous n'avez pas les odeurs de solvants, ces choses-là. On le ressent surtout comme ça. Après, on se sent aussi mieux quand on sait qu'on aide aussi un petit peu pour l'écologie. Et on se sent quand même mieux le soir quand on rentre, quand on dit voilà, on a quand même participé à tout ça. Et c'est vrai que si tout le monde jouerait le jeu, on aurait beaucoup moins de soucis peut-être derrière plus loin. Pour l'aider à faire la transition, le jeune homme a pu bénéficier de l'accompagnement du CIVOM du bassin de l'Aisne. L'organisme s'engage à prévenir, réduire et supprimer dès la source les rejets de micropolluants vers le réseau d'assainissement. Dans le cadre de ce garage, le CIVOM a travaillé en partenariat avec la COPMA, qui est un de ses partenaires pour l'opération collective du CIVOM. Le travail a été d'accompagner le garage, de le conseiller, de monter un dossier de demande d'aide auprès de l'agence de l'eau. Pour le garage, ça demande quand même un investissement, puisque c'est quand même tous ces projets ont un coût, où il n'y a pas forcément toujours un retour sur investissement direct. On utilise des produits biologiques à la place de solvants, donc il y a quand même un gain au niveau de tout ce qui est la sécurité du travail pour les employés. Et puis après, même si c'est pas toujours évident pour le garage de valoriser son engagement environnemental, il y a quand même ce côté-là, en tout cas, qu'on peut souligner. L'agence de l'eau Rhin-Meuse soutient financièrement ce projet. Roméo et son prédécesseur ont ainsi investi 36 000 € en 20 ans, 40% pris en charge par l'établissement public de l'État. Dans le cadre de son nouveau programme d'intervention, l'agence de l'eau Rhin-Meuse réoriente ses actions liées aux rivières, aux zones humides et au captage d'eau potable. Elle y consacrera près d'1 milliard d'euros dans le Grand Est. On se rend compte effectivement que ces thématiques-là sont aujourd'hui prioritaires par rapport à d'autres enjeux qui sont effectivement l'érosion de la biodiversité, l'aspect eau et santé, mais surtout l'adaptation au changement climatique qui est effectivement un mouvement de fond qui nous incite à nous ouvrir encore davantage vers ces actions qu'on a menées depuis une dizaine d'années. Donc on sait qu'on a encore du travail devant nous. Par contre, on est quand même optimiste, on a des partenaires efficaces et qui nous ont permis aussi d'atteindre ces premiers résultats.
Autre projet à Meistratzheim, ce sont les berges de la rivière Lehn qui ont été aménagées. Enrochement du cours d'eau, plantation d'herbacées, adoucissement des pentes de berges. Grâce à ces modifications, le nombre d'espèces présentes dans l'eau a ainsi doublé en 10 ans. Connu pour ses carreaux typiques bleus et rouges, le kelch est un tissu qui fait partie du patrimoine alsacien. À la maison rurale de l'Outre-Forêt, à Kutzenhausen, l'exposition Kelch Merveille nous emmène à la découverte de son histoire. Depuis le linge de lit jusqu'à la décoration d'intérieur, son utilisation a bien évolué et pour le faire revivre, un atelier créatif propose de le moderniser. Qui est-ce qui voudrait faire un portable ? Une pochette ? Selon la taille de votre portable, vous adaptez le morceau de tissu et ensuite vous choisissez des rubans, des petits cœurs, ce que vous voulez. Avec leurs petites mains, les visiteurs du jour se mettent dans la peau d'anciens tisserands alsaciens. Armés de fils, boutons, machines à coudre et bien sûr du tissu emblématique de l'Alsace, le kelch, chacun réalise au choix une pochette de portable ou un objet de décoration pour le remettre au goût du jour. Je suis en train de décorer un cœur en kelch. Ce que j'aime, c'est tout ce tissu qui est porteur de tas de souvenirs, parce que ça a toujours existé dans la famille d'avoir du kelch. Ben voilà comment je peux me l'approprier aujourd'hui. C'est bien le kelch, parce que moi, actuellement, je fais aussi des trucs en kelch à la maison, parce que j'ai des vieux kelch de famille. Que j'y tiens un petit peu et puis je vais les valoriser. Pour moi, ce sont des souvenirs d'enfance. Mes grands-parents mes grands-mères essentiellement avaient du kelch, donc il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent, les édredons, les gros lits. L'origine du kelch remonte au temps de Charlemagne, alors que la culture du pastel, une plante qui permettait une teinture bleue, se développait autour de Cologne. Le peuple de l'époque s'habillait donc simplement. Et Charlemagne a incité ces personnes à cultiver le lin, le chanvre, ainsi que les plantes tinctoriales, dont le pastel. Du bleu au rouge, la couleur du tissu a bien évolué au fur et à mesure des époques et des modes. Il y a par exemple le bleu azur qui était la couleur préférée des rois à une certaine époque, le bleu céleste qui a été utilisé pour les vitraux. Et puis ce qui touche beaucoup l'Alsace, c'est la culture de la garance. Et c'est une famille de Haguenau, le baron Hofmann, qui a donc inventé des machines pour traiter cette garance, qui était aussi vendue à l'État français pour faire les pantalons des militaires. D'abord confectionné dans les couvents, le kelch a séduit les paysans qui s'en sont emparés pour leur linge de lit essentiellement, avant de s'étendre aux serviettes, torchons, nappes. Jusqu'au jour où il disparut, après la Seconde Guerre mondiale, remplacé par un tissu plus pratique, le coton. Lorsqu'on n'en a plus voulu, lorsqu'il y a eu d'autres tissus plus pratiques et plus confortables, ces tissus restaient au fond des armoires et un beau jour, on s'est dit tiens, on pourrait en faire une nappe. Alors on les a rebrodés, on a fait des napperons de corbeille, différentes choses. Et c'est comme ça que ce kelch a été détourné pour d'autres usages, puisqu'au départ, il était uniquement prévu pour la literie et les rideaux d'alcôve. Aujourd'hui, les décorateurs d'intérieur et brodeuses raffolent de ce tissu. Ainsi, le kelch ne disparaîtra pas de l'Alsace de sitôt. Et tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne. Gros succès pour les messages d'amour publiés sur les panneaux d'information de la ville de Strasbourg. Pour la Saint-Valentin, des dizaines de messages se sont succédés à la grande surprise des riverains et des automobilistes. Certains ont été très inspirés, mais notre préféré est sans nul doute cette référence au match Racing-Lyon de la saison dernière. Voilà, merci beaucoup Camille et bravo pour ce très beau sujet sur Tommy Ungerer. Allez, on accueille nos invités. Venez, Narges Klein, vous êtes sage-femme, le professeur Jean-Jacques Baldauf. Venez vous installer, professeur Narges. Soyez en tout cas les bienvenus. On va parler des cancers chez la femme, notamment les 3 principaux cancers. Juste avant ça, on va retrouver Célia qui sera avec nous en plateau pour la météo. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Wacken du 22 au 25 février.
Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo du week-end et on commence par votre samedi. Regardez, c'est un temps plutôt ensoleillé qui nous attend sur le sud du territoire. Quelques brouillards qui subsisteront en matinée sur le Bas-Rhin ou encore du centre au nord de la région du Bade-Wurtemberg. Les températures, quant à elles restent fraîches en ce samedi matin, même négatives dans le Bas-Rhin avec -1 degré du côté de Strasbourg ou encore Wissembourg, 0 degré de prévu du côté de Saverne, 1 petit degré dans le Haut-Rhin. L'après-midi, les brouillards s'effacent et laisseront place à de jolies éclaircies. On retrouve un soleil présent sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures qui grimpent en après-midi. Elles grimpent pas mal, regardez. 12 degrés prévus du col de Saverne jusqu'à Wissembourg, 13 degrés pour Strasbourg et ça grimpe 14 pour Colmar et jusqu'à 15 degrés dans le sud du côté de Mulhouse. Vos prévisions de dimanche, quant à elles sont toujours aussi charmantes. Regardez, un grand soleil qui persiste pour la fin du week-end, 16 degrés sur l'ensemble de la région Alsace, entre 15 et 16 pour la région du Bade-Wurtemberg et 15 degrés également de maximale en après-midi, ce sera pour Bâle. Samedi, nous serons le 16 février et nous fêterons toutes les Juliennes. Bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 7h35 pour se recoucher à 17h51 et on gagnera encore 3 petites minutes de soleil. Je souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve tout de suite sur le plateau. A tout de suite. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février. Voilà, elle a couru vite, mais elle est sur le plateau. Ça va, Célia? Ça va, très bien. Bah, la météo, il fait un peu frisqué, hein. Un petit peu, mais ça, vous avez vu, en après-midi, ça grimpe. Ouais, j'ai vu que ça va s'arranger. Allez, les invités de la rédaction ce soir, Narges Klein et le professeur Jean-Jacques Baldhoff, soyez bienvenus tous les deux. Merci. On est ravis de vous accueillir. Professeur, vous présidez l'association Ève, vous êtes également gynécologue obstétricien. Narges, vous êtes sage-femme dans la vie, membre du conseil d'administration de l'association Ève, et vous allez organiser une grande soirée, ça sera le 8 mars, ça se passera à l'ISEG. Demandez le programme. Qu'est-ce qui va se passer ce 8 mars? C'est une soirée de sensibilisation du grand public et des professionnels de santé. Donc il y aura dans le programme une partie discours de bienvenue avec Monsieur Jacques Zucker, vice-président éthique, Monsieur Eric Hamel, donc directeur de l'ISEC. Ok, mais sur le contenu, on va parler des cancers et on va donner la parole aux 3 associations, donc Ève, ADEMAS et ADK, qui sont les 3 principaux cancers de la femme. Col de l'utérus, cancer du sein et cancer du côlon. Ouais. Voilà. On va parler justement donc, de prévention et de dépistage, notamment lors de cette grande journée. Alors professeur, est-ce que ce qu'il faut préconiser d'abord, c'est toujours le dépistage? Sur le cancer du col de l'utérus. En général, sur le cancer du col de l'utérus, c'est en tout cas la prévention au sens large. En termes de prévention, il y a 2 axes principaux. La première prévention qu'on connaît depuis très très longtemps maintenant, qui est le dépistage. Le dépistage de quoi? Le dépistage des lésions précancéreuses, et ça se fait au jour d'aujourd'hui grâce au frottis. Et lorsqu'on dépiste ces lésions précancéreuses, on peut les traiter par anesthésie locale. Simplement, grâce à une anesthésie locale, on enlève la lésion précancéreuse pour pas que ça devienne un cancer. Et on a une efficacité de 98% en faisant cela sous anesthésie locale. Donc il est évident que c'est un axe qui a fait déjà ses preuves et qu'il faut maintenir. Et puis il y a un deuxième axe de prévention maintenant qui existe depuis à peu près 10 à 12 ans, qui est la vaccination contre l'agent causal de ce cancer, qui est le papillomavirus, exactement. Et là, on a des vaccins qui sont efficaces, qui sont même très efficaces, et qui sont durablement efficaces. Suffit de vacciner avant que l'infection n'existe, c'est-à-dire dans l'enfance, idéalement entre 11 et 14 ans. Surtout qu'il y a des chiffres qui font peur, entre 80 et 85 personnes en Alsace, femmes, touchées chaque année, et ce chiffre alarmant, 3 femmes meurent chaque jour. Alors, je dirais, les 3 femmes qui meurent chaque jour, c'est pas en Alsace. Non, c'est en France, voilà, bien sûr. Sur la France, effectivement, on a toujours encore 3 décès, alors que c'est un cancer qu'on peut totalement éviter, et ça, c'est tout à fait clair. Je dirais, au jour d'aujourd'hui, avec les 2 outils que je viens de citer,
on devrait éviter 99%. Ce cancer doit disparaître et ce cancer va disparaître et il va disparaître notamment en Australie. Le problème, c'est le papillomavirus, on est bien d'accord? Est-ce qu'on peut considérer, je suis très candide et néophyte, que le papillomavirus est une maladie sexuellement transmissible? C'est une maladie sexuellement transmissible, bien entendu. C'est un virus qui se transmet très facilement et qui concerne 70 à 80% des Françaises et des Français. Et on ne les dépiste pas, ces hommes, alors, les Français? Alors, je dirais, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage du virus en tant que tel. On fera probablement dans quelques années des tests de dépistage, mais l'infection à papillomavirus est tellement fréquente. Savoir qu'on a une infection à papillomavirus, à la limite, n'a aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est éviter de l'avoir, c'est-à-dire d'être vacciné préalablement. Si on est vacciné, ça résout le Si on problème. est vacciné, je dirais, au jour d'aujourd'hui, il existe un vaccin qui protège contre 9 types de ce papillomavirus, parce qu'il y a énormément de types de ce papillomavirus, contre 9, les 9 principaux, si vous voulez, le plus fréquent. Et là, c'est évident que c'est une protection, et au jour d'aujourd'hui, une protection sur le très long terme. Voilà, Narguès, en tant que sage-femme, c'est quelque chose que vous préconisez, la vaccination? Oui, la sage-femme est devenue maintenant un acteur incontournable au niveau de la prévention et dépistage des cancers féminins auprès des femmes. Donc aujourd'hui, on a un rôle important à faire dans ce sens. Et de la prévention. Et de la prévention. Voilà. Donc la prévention, c'est un des grands axes de mon travail au quotidien. Donc, Et vous faites bien le boulot. J'ai l'impression. J'espère. Professeur, pourquoi c'est une large majorité de femmes jeunes qui ont un cancer du col de l'utérus? Alors, c'est un cancer qui effectivement touche la femme jeune, et c'est la deuxième cause de mortalité de la femme avant 45 ans, en ce qui concerne les cancers. Tout simplement parce que le papillomavirus s'attrape très tôt, s'attrape au début de l'activité sexuelle. Et s'attrape au début de l'activité sexuelle avec vers une vingtaine d'années pour une jeune femme, c'est possible. À partir du moment où on commence l'activité sexuelle, le risque d'attraper ce papillomavirus est, au bout de 2 à 3 ans, et ça toutes les études l'ont montré, de l'ordre de 40 à 44%, avec une sexualité qu'on peut considérer totalement normale, totalement banale, si vous voulez, avec une sexualité, dans la littérature ça a été décrit, avec un seul partenaire et en utilisant le préservatif. Donc, si vous voulez, utilisant le préservatif. En utilisant le préservatif. Là, il faut décoder pour moi. Voilà. Alors, écoutez, si vous voulez, le préservatif qui est très utile pour pour préserver énormément d'infections, qu'elles soient bactériennes ou les autres infections virales sexuellement transmissibles, dont l'hépatite B et C, dont éventuellement le virus HIV, il est évident qu'il faut continuer à utiliser le préservatif. Mais pourquoi le préservatif ne protège pas du papillomavirus? Tout simplement parce que quand le papillomavirus infecte la filière génitale, on le retrouve aussi dans 2 tiers des cas, au niveau, je dirais, des doigts, des mains, sous les ongles. Des sécrétions, des choses comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, sauf à imaginer une sexualité où il n'y a pas de contact, je veux dire, une sexualité avec éventuellement un scaphandre et des gants, si vous voulez, vous allez le donc ça veut dire qu'il faut, très à la rigueur, facilement. il faut que les jeunes femmes fassent ce vaccin avant de commencer leur sexualité. Ah, totalement. C'est ça l'idée. C'est d'ailleurs la recommandation. À 11 ans. C'est effectivement cela. C'est entre 11 et 14 ans. La cible de cette vaccination est actuellement en France, selon les recommandations, entre 11 et 14 ans. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Voilà, on a fait un point sur ce cancer du col de l'utérus qui est effrayant pour les jeunes femmes. On est à 20% en France, alors que nos voisins au Portugal sont presque à 90%, en Grande-Bretagne à 90%. Donc, vaccinez-vous. Et l'Australie, en Australie, ça sera éradiqué. Alors, parmi les cancers qu'on connaît très bien et qu'on évoque très souvent ici, avec Octobre Rose, on avait beaucoup parlé du cancer du sein, il y a un autre cancer que je n'imaginais pas aussi prégnant chez la femme, c'est le cancer colorectal. Oui, c'est le deuxième cancer de la femme. C'est le deuxième meurtrier. cancer. Oui, le premier cancer, c'est le cancer du sein. Et le deuxième, c'est le cancer colorectal. Voilà, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est un peu le cancer oublié? On en parle. On fait un dépistage organisé qui est organisé par ADK. Et à partir de 50 ans, vous avez des courriers qui sont envoyés au domicile des personnes.
Ça se fait entre 50 et 74 ans, ce dépistage. Et en France, on est à 33% de dépistage. Et en Alsace, on est un peu mieux, on est à 43% de dépistage, c'est-à-dire de réponse au dépistage. Hein. Voilà, c'est plus fréquent d'entendre sur le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus, d'aller voir son gynécologue, de faire un frottis dans le cas d'un cancer du col de l'utérus. Pour le cancer colorectal, à partir de quel âge les femmes qui sont en train de nous écouter ce soir, professeur, doivent se faire dépister? Elles doivent se faire dépister et c'est quelque chose de très simple avec, je dirais, quasiment un autotest qui est remis par le médecin traitant à partir de 50 ans. Et s'il est négatif, il sera répété tous les 2 ans jusqu'à 74 ans. C'est vraiment un geste très simple. Quand on voit cet autotest qu'on fait, qui se fait maintenant, si vous voulez, sur un petit prélèvement qu'on fait à domicile, sur, je dirais, une selle qui est envoyée dans un laboratoire, cet autotest, qui est d'une simplicité, permet de réduire, quand on regarde les chiffres, rien que pour l'Alsace, si vous voulez, depuis que, je dirais, ce test est mis en œuvre et existe, il y a à peu près 8000 cancers du côlon qui ont été évités, avec un taux de participation de 44-45%. Ça veut dire que si on arrivait à motiver les 55% restants, ceux qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, on éviterait 8000 supplémentaires. Ouais. C'est bien ça le problème. Alors vous restez bien sûr avec nous. Je rappelle que cette grande soirée, ce sera le 8 mars à 19h à l'ISEG. Les informations s'inscrivent à l'écran. On prendra encore une petite minute en fin d'émission. L'heure est à la pub, mais surtout un bel hommage à Tommy Ungerer. C'est ce que va nous dire Célia tout à l'heure. Ça fait partie des avoirs à faire du week-end. Retour en plateau, avoir à faire, ce sont nos programmes et les bonnes sorties avec Célia. Bonjour, bonjour. Alors on commence par un programme à ne pas rater ce week-end sur Alsace 20. Comme vous le savez, Tommy Ungerer nous a quittés la semaine dernière et nous rendons donc un dernier hommage à ce grand homme avec la diffusion d'un portrait de ce génie de l'illustration. Vous en voyez quelques images. Ce film de 2007 retrace l'œuvre de l'artiste en mettant en lumière ses engagements graphiques et son style très décalé. Philippe Poirier, c'est le réalisateur, accompagné par les témoignages de Tommy et ses dessins, nous raconte ses techniques, son sens du détail, son imagination débordante. Certains l'auront peut-être déjà regardé parce qu'on a fait une soirée spéciale lundi soir en hommage à ce personnage décalé. Pour les autres, n'hésitez pas, séance de rattrapage, c'est samedi à 22h30 et dimanche à 20h45. On regarde tout de suite un extrait. Et alors l'autre truc, c'est que tous les héros de mes livres d'enfants, par la suite, jusqu'à l'heure qu'il est, ce sont toujours des individus qui ne sont pas comme les autres. Et c'est parce qu'ils ne sont pas comme les autres, par leur différence, qu'ils réussissent. Comme par exemple Émile, qui est une pieuvre, n'est-ce pas? Tout ce qu'il arrive à faire parce qu'il est une pieuvre. Krictor, le serpent, tout ce qu'il arrive à faire avec son corps parce qu'il est un serpent. C'est pour montrer à l'enfant, tu n'as pas besoin d'être comme tous les autres. Génial comme documentaire, j'en suis super fier. Vous l'avez adoré. Hein. J'ai adoré ce documentaire, on découvre toute la complexité de cet artiste fou, brillantissime, etc. Voilà, ne le manquez pas. Allez, autre programme carrément bien à voir également. Oui Lionel, alors il y a un programme génial dont je vous parle sûrement pas assez à l'antenne, c'est notre magazine Carrément. C'est le magazine d'actualité du Grand Est, c'est top, c'est super bien fait et en prime pour cette saison 2, il y a un nouveau plateau tout en minimalisme, vous verrez. Alors pour cet épisode de Sabrina, la présentatrice de Choc, rencontrera Alexis Baume pour parler psychologie au travail. Ce sera un face-à-face dans la rubrique L'un et l'autre sur la thématique de l'addiction. Et la chronique Point de suspension réunira un gérant de mosquée, un rabbin et un maître bouddhiste sur des questions bien sûr de religion. Bref, moi j'adore, c'est riche, c'est frais et ça parle de tout. C'est intergénérationnel et en plus c'est super marrant. Si vous ne connaissez pas, moi je vous invite vraiment à le découvrir. On en regarde tout de suite un petit extrait. Les bourreaux ligotent les sorcières à une échelle qui sera lentement basculée, le visage tourné vers les flammes. Non mais elle devait hurler quoi. Ah non, non, surtout pas. Pour éviter qu'elles crient ou qu'elles hurlent un dernier sort, on leur mettait de la poudre dans la bouche. Non mais la poudre pour la laine? De la poudre à canon. Comme ça, si elles ouvraient...
Ouais, mais déjà moi, quand je mange un tiramisu, ça me fait tousser, alors... Non mais tu comprends pas. Voilà, c'est informatif et drôle. Là, ça, c'est Siegfried que vous avez découvert. Retrouvez carrément samedi à 10h30 et à 20h, dimanche à 14h et 19h30. Et bien sûr, en replay sur alsace20.tv. Allez, on quitte son canapé, on bouge un peu. Oui, on bouge un peu. Allez, on sort. J'innove un peu cette semaine. Je vous propose 2 petites choses comme ça. Vous avez le choix. Le soleil est de sortie, alors j'imagine que vous aussi. On commence, attention, plus que quelques jours pour profiter de la Biennale d'art contemporain. C'était une première à Strasbourg. C'est en place depuis le 15 décembre 2018 et c'est que jusqu'au 3 mars. Alors il faut en profiter, il reste que quelques jours. À l'initiative de la galerie associative Impact, c'est un rendez-vous culturel qui se concentre cette fois sur la question de l'homme et du numérique. C'est à ne pas manquer à l'Hôtel des Postes à Strasbourg. Si vous voulez plus d'infos, c'est juste là sur le www.biennale-strasbourg.eu. Un peu de carnaval? Oui, sortez vos déguisements. Moi j'adore, c'est le moment de l'année, on devient un peu fou. Sortez vos beaux déguisements, c'est la saison des carnavals et des cavalcades en Alsace. En plus il fait beau, alors on en profite. Ça a commencé notamment dans le Haut-Rhin avec le carnaval de Jettingen, l'un des plus populaires de la région. Mardi 19 février, il y aura également celui des enfants à Wasselonne. On continuera à Châtenois, à Dingolsheim, à Molsheim dès le week-end prochain. Et nos amis du JDS, le journal des spectacles, ont recensé les carnavals de la région. Alors pour plus d'infos sur tous les carnavals près de chez vous, rendez-vous sur le site du JDS. Et on termine cette vie avec le bonus web. Oui, petit bonus web cette semaine, j'en profite, je ne vous parle pas des réseaux sociaux, mais je vais vous parler de notre site internet, parce qu'on a quelques questions sur nos replays notamment. Sur notre site internet, vous voyez la petite icône bleue à gauche, vous pouvez retrouver tous nos programmes, les magazines, l'actu, les chroniques. Là, vous envoyez quelques images, vous pouvez tout retrouver, donc tout revoir. Et quand une vidéo vous plaît, vous pouvez même vous rendre sur cette vidéo et cliquer sur « Obtenir la vidéo » juste en bas. Et ça vous permet de la télécharger. Comme ça, vous pouvez les garder et de la partager. N'hésitez pas à les partager, tout ce qui vous plaît sur les réseaux. Merci beaucoup Célia. On prend une petite minute avant de partir dans le Grand Est avec notre magazine. Une petite minute avec Narges Klein et Jean-Jacques Baldoff. Ça, c'est important. C'est la Bible. C'est ça qu'on peut dire, Narges? Oui, c'est le document que l'Institut national de cancer a édité Contre récemment. les cancers, vos conseils de dépistage. Surtout les 4 cancers les plus fréquents sont dans ce document. Et ça permet aussi au grand public d'aller un petit peu naviguer sur le site de l'Institut contre le cancer. Et ça se télécharge. Ça se télécharge. Et juste un petit mot pour le rappeler, pour venir à votre événement du 8 mars, il faut s'inscrire. Exactement. On va voir l'adresse. On va voir l'adresse qui va s'afficher. Voilà, c'est une adresse mail à laquelle on vous envoie un petit mail et on précise qu'on sera présent, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, il y aura beaucoup de médecins, énormément de prévention, d'information. Ne manquez pas cette grande soirée, ça se passera à partir de 19h à l'ISEG. Merci beaucoup, Narges. Merci. N'oublions pas la marraine de la soirée, c'est Marina Sakharov. La vice on l'aime bien, Marina Sakharov. Championne d'Europe de boxe anglaise. Voilà, qui est un petit perroquet, bébé perroquet en ce moment sur les réseaux sociaux. Je fais juste un petit bémol pour notre... on se quitte dans 4 secondes. On n'a plus le temps, mais il y aura un grand hommage aux sages-femmes. Oui, merci, voilà, Narges. un grand hommage aux sages-femmes. Voilà. Merci, exactement. professeur. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On repart dans l'actualité. Une semaine Merci. dans le Grand Est. C'est parti. Vous l'avez sans doute aperçu si vous avez traversé ces derniers mois la commune des Forges près d'Épinal. Cette petite maison témoin est la concrétisation du projet Woodlike, une start-up vosgienne qui souhaite répondre aux questions de société du moment, notamment l'écologie et les fins de mois difficiles, par de l'habitat réduit, repensé, optimisé. Une structure de 20 mètres carrés pour quelques dizaines de milliers d'euros. Donc là, on a la salle de bain, donc avec une vraie douche, un bac de 80 par 1 mètre, une vasque avec robinetterie intégrée murale, un meuble suspendu sur mesure, et on a également un WC suspendu. Ça répond en premier lieu à tout ce qui est de l'écologie, à la consommation électrique, donc notamment avec les matériaux utilisés, donc le bois en ossature, l'isolation en fibre de bois, et justement en utilisant ces matériaux et en réduisant, on va dire, la surface, c'est là qu'on arrive à réduire les coûts et on est sur des budgets qui sont assez faibles. On part de 24 000 €
pour une boîte vide et on va jusqu'à 50 000 € pour une maison tout équipée avec électroménager, terrasse, etc. Donc vraiment clé en main. Vivre autrement, c'est ce que propose aujourd'hui la start-up avec son concept transportable et adaptable aux personnes âgées ou handicapées. Logement principal ou structure d'appoint, la maison Woodlike entre dans sa phase de commercialisation. Donc ici on est sur la mezzanine qui fait à peu près 10 mètres carrés. Et on peut voir qu'à chaque fois, sur chaque mezzanine, on met une fenêtre qui est à hauteur de lit, voilà, pour avoir la vision qui s'étend vers l'extérieur. On a démarré depuis un peu plus d'1 an, même voire 2 maintenant. Il y a eu la grosse étape de la réalisation du prototype qu'on a fait nous-mêmes. Et là, on bascule vraiment dans la partie prospect, donc la commercialisation. Il y a beaucoup de pistes. Et au départ, on avait quand même ciblé principalement sur le tourisme. Et pour autant, les demandes sont sur l'ensemble des points qu'on a développés. Et c'est vraiment le tourisme, le PMR, le particulier, l'investisseur. Donc on a vraiment une demande sur tout point. Et petit détail non négligeable, Woodlike souhaite développer les partenariats locaux au maximum nationaux pour la construction et l'équipement de ces maisons. Celle-ci, installée donc aux Forges, est la première et pour le moment la seule, mais le carnet de commandes commence, paraît-il, à se remplir. Ils se sont multipliés ces derniers mois. Tags antisémites sur les maisons de maire, les permanences de députés ou les bâtiments publics partout dans le Bas-Rhin. Croix gammées dans la neige, menaces et insultes dans la rue à Strasbourg, jusqu'à la profanation de sépultures juives à Herlisheim. Ces actes antisémites sont en augmentation. Le Conseil représentatif des institutions juives de France en recensait dans le pays 311 en 2017, contre 541 l'an passé, des chiffres alarmants. Nous sommes choqués par cette violence verbale pour l'instant, mais on ne sait pas où elle va s'arrêter. Nous sommes tristes parce que nous voyons aujourd'hui partir les derniers témoins de la Shoah et nous constatons que le monde n'a rien retenu de ce drame. Et nous sommes très inquiets parce que nous ne savons pas jusqu'où ça peut aller et que nous insistons auprès des autorités pour avoir une réponse forte et aussi que l'on puisse, nous les républicains qui sommes majoritaires dans ce pays, s'exprimer aussi pour s'opposer à cette haine. Un constat partagé par beaucoup. Pour le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, les mesures prises par le gouvernement restent insuffisantes pour lutter contre la parole et l'acte antisémite. Il faut d'abord voir ce qui se passe sur la fachosphère et sur les réseaux sociaux et légiférer peut-être pour empêcher que tout cela continue de proliférer. Il faut reprendre le b.a.-ba de l'éducation parce que l'ignorance est beaucoup en cause. Tant qu'on ne combattra pas cette ignorance, on risque d'être confronté à de gros problèmes. On est face à un immense mouvement de libération de la parole. Plus personne n'est gêné de dire ce qu'il veut. C'est un côté positif, au moins les choses sont claires. C'est un côté négatif, c'est qu'on se réveille un matin après avoir entendu un ministre de l'Intérieur nous annoncer que 74% d'actes antisémites en plus en 2018 par rapport à 2017. C'est un vrai problème et un problème auquel il va falloir s'attacher sérieusement. Un problème qui ne date pas d'hier et dont les conséquences sont durables. Il y a 4 ans, les 3/4 des tombes du cimetière de Sarre-Union étaient retrouvées profanées. Les auteurs avaient été condamnés, mais le cimetière, lui, est resté dans le même état. « 3 kilos de fruits et 4 kilos de légumes. » Depuis ce matin, c'est un panier de 7 kilos, essentiellement des fruits et légumes, qui est mis à disposition des associations. Grâce à l'application Proxidon, lancée par la Banque alimentaire de Moselle, tous les commerces de Metz peuvent désormais proposer leurs invendus aux associations en un clic. Le commerçant a simplement à indiquer le grand type de produit qu'il souhaite donner. Donc vous avez différentes catégories, comme par exemple les boissons, les condiments, les conserves, les produits de crèmerie, les œufs. Il faut qu'il indique la quantité en kilos, le poids. Les 8 associations partenaires de la Banque alimentaire sont aussitôt alertées par SMS. En 2 mois, c'est 1 tonne de marchandises qui a ainsi été collectée, l'équivalent de 2000 repas. Un système de collecte complémentaire détourné effectué chaque jour par la Banque alimentaire.
Il nous manquait un outil pour aller dans les tout petits magasins, dans les petites surfaces, notamment des centres-villes, où soit on n'a pas accès avec nos camions, soit les volumes qu'ils nous proposent ne justifient pas une tournée et mobiliser un camion et des chauffeurs. Et l'objectif, il est aussi très qualitatif et très communication, c'est de pouvoir dire que tout commerçant à terme, tout commerçant de Metz qui peut donner des produits, peut les donner et trouve une association pour aller le chercher. Pour l'association Partage Alimentaire de Metz-Borny, qui aide une trentaine de familles, c'est un complément aux livraisons hebdomadaires effectuées par la Banque Alimentaire. Chaque semaine, c'est en moyenne 30 kilos de denrées supplémentaires qui sont ainsi collectés par les bénévoles. Ça nous permet d'avoir des fruits et légumes frais, parce que les magasins veulent nous donner, mais surtout éviter le gaspillage, parce que sinon on ne va pas chercher, ils jettent. 7 commerces de l'agglomération messine, essentiellement des petites surfaces, ont déjà rejoint l'application. La Banque Alimentaire espère à terme convaincre tous les commerces messins de participer. 10 ans de travail qui viennent d'être récompensés. Drapier a reçu le prix de l'innovation de la revue du vin de France. C'est la première maison de Champagne à avoir un bilan carbone entièrement neutre. Nous économisons les émissions de carbone, elles sont au minimum, et nous compensons le reste des émissions. Et on s'est rendu compte que nos efforts avaient fini par payer et qu'on était vraiment neutre en carbone, puisque la partie compensée est en éolien dans des sites qui sont extérieurs à la Champagne. Tout a commencé en 2008. Plusieurs logiciels et beaucoup de travail ont permis aux équipes de mesurer leur bilan et les efforts qu'il restait à accomplir pour atteindre le zéro carbone, un défi risqué pour une telle société. Dans notre métier, au niveau de la bouteille en particulier, pour faire fondre le verre, il y a énormément d'énergie qui sont consommées avec du pétrole. La climatisation également des chais, des cuves pour les fermentations, et puis bien sûr les tracteurs, les véhicules. Il y a aussi les expéditions avec énormément de kilomètres à parcourir pour les exportations, puisqu'on exporte environ 65% de notre production. 2500 mètres carrés de toit ont été recouverts de panneaux photovoltaïques. La maison dispose de 3 voitures électriques et va s'équiper d'un tracteur électrique dans un mois. En tout, 73% de l'électricité utilisée ici est d'origine solaire. La société prête également attention à l'origine de ses produits et à la politique carbone de ses fournisseurs. Des adaptations importantes, mais tous les gestes comptent, même les plus petits. La plus grande adaptation, ça a été de s'habituer à mon habitude d'éteindre les lumières partout. Je suis un peu pénible. Je traverse les locaux, matin, midi et soir, et j'éteins les lumières. C'est un détail, mais toute l'équipe est très vigilante aux installations électriques et à la consommation que l'on fait. À l'avenir, la maison Drapier veut continuer à réduire ses émissions de carbone et voit même plus loin. Notre intention, c'est même d'être carbone négatif, c'est-à-dire que plus nos clients boiront du champagne Drapier, plus nous produirons nos cuvées et plus nous piégerons du carbone sur la planète. L'électricité est à 73% solaire. L'objectif, c'est d'être à 100%. Au niveau de l'électricité sur nos véhicules, l'objectif, c'est d'être à 100% électrique. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura l'hydrogène, il y aura d'autres sources d'énergie qui seront encore meilleures que l'électricité. Chaque année, ce sont plus de 12 millions de litres de champagne zéro carbone qui sont produits à Urville. Ensuite, on arrive sur un grand virage relevé et là, on attaque le premier mur. Alors, il y a des endroits où on n'a mis que la porte intérieure et à partir du premier mur, on a mis les extérieurs. Il faut bien passer entre les portes. La course la plus folle du massif, le derby du Langenberg, a mis au défi une vingtaine d'intrépides skieurs en mal de sensations fortes samedi dernier. C'est une course, on se met dans le rouge vif si on veut. On ne va pas au-delà de ses limites. Moi, je ne le fais pas comme une compétition en tout cas. Puis je pense qu'ici, les gens, c'est plus pour s'amuser. Et voilà quoi, partager des bons moments. Une bravade à bien des égards et qui autorise tout type de glisse. Surf, télémarque, handi-ski. À chacun sa technique. C'est des skis que je fabrique, donc on vient les tester dans une ambiance un peu compétition pour voir s'ils marchent. Fibre de carbone, noyau frêne, plaquage érable et fibre de carbone. Le Ballon d'Alsace recevait donc le premier derby de la saison, ceux organisés dans les Alpes ayant été reportés ou annulés faute d'une météo propice.
derby, c'est une course, généralement typée hors piste, donc avec des bosses. L'important, c'est d'aller le plus vite en bas, sans se faire mal, surtout. Et le trophée des derbies, donc, fédère beaucoup de derbies qui ont donc le même principe pour en établir un classement général en fin de saison. Donc ça fait valoir notre station, ça met aussi en valeur notre piste noire du Langenberg, qui est quand même un peu le fleuron de la station en termes de dénivelé et de pente. Cette piste noire possède le plus fort dénivelé du massif vosgien, 400 mètres, réparti sur 1 km, sensation garantie. Dossard, 130, 130.